Bonjour et bienvenue à nos moments Université sans frontières. Ok, c'est le professeur Moussa Diabaté. Je suis spécialiste en sciences d'éducation. Nous revenons à nos moments d'échange de thématiques sur mon canal YouTube où je change sur des concepts liés à l'apprentissage universitaire académique. Nous avons parlé sur qu'est-ce que l'université, qu'est-ce que la faculté. Et aujourd'hui, nous allons voir comment étudier, comment accéder à une faculté. Quels sont les moyens, les voies et moyens, à certains conseils qui nous facilitent d'entrer dans une faculté et de profiter des moments d'apprentissage significatifs. Encore une fois de plus, il faut savoir que, et ce qui est très important, que la faculté, ce n'est pas une chose qui se décide du jour au lendemain. Ok? Je ne vais pas arrêter, bon, aujourd'hui, demain, je vais aller à la faculté. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut le programmer. L'éducation est programmée. Ok? Et la formation aussi, si elle est prise au sérieux, si elle est importante pour vous, vous devez la programmer. Et aussi, une chose qui est très importante, et savoir que la faculté, contrairement à ce n'est pas une formation qui est universitaire, ce n'est pas une formation professionnalisante, ok? Et plusieurs fois, on voit la différence. Il y a des gens qui veulent finir tout très rapidement, aller très rapidement au boulot, des petites formations à court terme. On appelle des formations techniques, ok? Des écoles techniques où 3 mois, 6 mois, 1 an, tu as un diplôme, tu as une profession, tu vas travailler 2 ans, tu travailles. Mais l'université ou la faculté, c'est pas ça, c'est des formations de carrière, c'est des formations à long terme. Il y a des formations de 8 ans, des formations de 10 ans, des formations de 12 ans, des formations de 15 ans, des formations de 4 ans, des formations de 7 ans, des formations de 5 ans, des formations de 3 ans au minimum. Ok? Donc, ça, c'est dépendant aussi du pays où vous allez vous former. Parce qu'une chose qui est très importante pour faire la faculté, il faut savoir que chaque pays dans le monde a sa propre politique, a son propre système éducatif. Elle a sa politique publique qui est liée à ses valeurs constitutionnelles. Donc, le premier exercice à faire, un des premiers exercices à faire est d'abord le choix de où tu vas faire cette faculté-là. Et une fois que tu sais le pays où tu vas faire la faculté, tu dois savoir, si tu n'es pas ton pays d'origine, même si c'est dans ton pays d'origine, tu dois faire certaines bases. Tu dois chercher, connaître le système éducatif de ce pays, comment que ça fonctionne, comment que se fait le processus sélectif. Généralement, ce qui est commun, les processus sélectifs se font annuellement. Par exemple, si c'est par l'entrée, si c'est des examens d'entrée à l'université, si c'est des examens généralement ça se communique avant. Il y a une date programmée. Il y a des dates programmées, dans la programmation, il y a une date limite pour les inscriptions. Il y a aussi une chose qui est très importante, la langue dans laquelle se ferait cette épreuve. Généralement, chaque pays a sa langue officielle. Donc, tu dois être prêt à savoir, si ce n'est pas dans ton pays d'origine, que le pays dans lequel tu vas, deux fois, savoir si les langues dans lesquelles va se faire l'épreuve ou va se faire le processus sont ces langues que tu déjà domines. Ou sinon, si tu as déjà un diplôme. Et si tu as un diplôme qui va t'amener déjà pour te donner droit à l'accès, il faut que ce diplôme-là réponde à certains critères. Il faut qu'il soit reconnu par le pays dans lequel tu dois aller étudier. Donc, ce qui est très important, mais il y a 13 éléments, il y a des préparations très importantes, ce qu'on appelle la préparation académique. Généralement, ce que nous demandons aux gens, il y a une logique dans la formation. Et la formation, la carrière ou le choix du métier, qui est en finalité aussi déterminé par le choix dans lequel de la formation universitaire que tu vas faire à la faculté, c'est quelque chose qui se prépare depuis les premières années de l'école, depuis la préscolaire, l'enseignement fondamental, 1, 2, le lycée ou le collège ou l'enseignement secondaire. Donc, tu dois suivre tout ce parcours-là, voir tes habiletés et en fonction de cela, tu dois voir est-ce que ces habiletés que j'ai, est-ce que réellement j'ai les conditions cognitives, j'ai les conditions intellectuelles, académiques,
j'ai les conditions émotionnelles de faire cette formation. Par exemple, si tu veux être professeur de langue, si tu veux être un ingénieur, si tu veux être un avocat, si tu veux être un médecin, si tu veux être un pilote d'avion. Donc, tu dois savoir les habiletés que j'ai. Par exemple, je vais faire l'ingénierie, donc il faut que j'ai des notions en mathématiques. Il faut que j'ai des notions en mathématiques, il faut que j'ai des notions en sciences exactes, sinon ça ne va pas. Un ingénieur, c'est les maths exactes. Donc, si j'ai des difficultés dans les sciences exactes, normalement, je devrais avoir des difficultés dans le choix. Il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas une logique entre le choix que j'ai et mes conditions cognitives. Donc, il y a une divergence. On doit penser. Donc, si par exemple, tu dois faire la médecine, tu dois avoir des notions au moins en biologie. De base, tu dois avoir une bonne notion en biologie. Parce qu'indépendamment du pays dans lequel tu es, la biologie, elle est basique. Tu dois avoir des notions en biologie. Si tu veux faire la pharmacie, il faut avoir de la médecine pharmaceutique, il faut avoir des notions sur la chimie. Si tu veux être un enseignant, il faut le moins aimer les enfants. Il faut avoir l'amour des enfants. Donc ça, c'est des éléments basiques. Ça, c'est des premiers tests pour savoir si la personne ou non a des notions. Ça, c'est une première évaluation qui est très importante dans comment accéder à l'université, dans tes pas à faire. Le deuxième point, c'est le point financier. Par exemple, l'université ou la faculté, des fois, exige que l'étudiant se sépare de sa famille. Il y a des étudiants qui vont dans d'autres régions, loin des parents, et il y a des gens même qui sortent des pays pour aller dans d'autres pays. Donc, il faut, et ce n'est pas évident que là où tu vas arriver, ou le pays où tu vas arriver, que tout est donné gratuit. Non, ce n'est pas comme ça. Même si tu as une bourse, c'est après. Donc, il faut que tu aies un support financier. Voilà pourquoi il faut avoir une préparation financière, il faut préparer financièrement, il faut économiser, ok, ou il faut avoir la garantie, de comment est-ce que tu vas vivre là-bas. Voilà pourquoi cette phase éliminatoire, il y a beaucoup d'étudiants. Après, quand l'université découvre qu'ils n'ont pas les conditions, leur candidature. Les illusions. Non, je vais étudier, tu n'as pas d'argent d'étudier, tu n'as pas d'argent pour manger, tu n'as pas d'argent pour te loger. Comment est-ce que tu vas étudier? Donc, ça ne va pas. Donc, c'est des choses, il faut les préparer. Il faut les préparer. Donc, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui prennent des prêts bancaires, il y a des gens qui ont des soutiens des familles, d'autres familles les aident. La famille les donne les garanties. Et au travers de cela, ils ont ce qu'on appelle ils ont une garantie financière qui va les aider à vivre un moment d'apprentissage sans se préoccuper. Ok? Donc, en plus de cela, il faut aussi un problème émotionnel. Ok? Donc, parce que si tu as le problème cognitif, tu as les conditions cognitives, tu es déjà préparé, tu as un bon niveau académique, il n'y a pas de problème. Tu as des soutiens financiers, tous les problèmes. Il faut émotionnellement aussi que tu te prépares. Parce que sur le plan émotionnel, il faut que tu sais que tu vas quitter ta famille, tu vas quitter tes amis, tu vas aller dans un pays. Il fait très chaud, il fait très froid. Je vais vivre solitairement. Je veux m'occuper, je vais laver ma maison, je vais faire ma cuisine, je veux m'auto-discipliner, je veux m'auto-organiser, je vais m'auto-programmer. Ce n'est plus les parents qui vont faire à ma place. Je n'ai pas besoin, il n'y a personne qui va te dire, va dormir, fais ça, fais ça, fais ça. C'est toi-même qui es le maître de ta vie. Donc émotionnellement, tu dois te préparer pour ça. Et aussi, il faut te préparer à vivre des réalités qui vont déconstruire beaucoup de choses dans ta tête. Il y a ton éducation, il y a tes valeurs, il y a tes principes, il y a même tes croyances qui peuvent être mises en jeu au niveau de l'université, au niveau du changement, des relations interpersonnelles. Tu vas avoir des gens qui vont te rejeter, tu vas avoir des gens qui vont t'aimer. Tu vas avoir des réalités qui vont être choquantes pour toi, tu vas avoir des relations que tu vas t'accommoder facilement.
Donc, cette préparation émotionnelle est très importante. Tu dois savoir tout cela pour que cela ne crée pas un choc. Parce que nous avons vu des cas où des étudiants sur l'université sont obligés de faire des chocs. Ils ont fait des chocs, ils sont obligés d'arrêter. Parce qu'ils n'étaient pas préparés émotionnellement. Encore une fois qui est très importante, il faut savoir aussi, indépendamment des pays, on a 3 moyens, on a 3 éléments, 3 chemins pour accéder à l'université. Indépendamment du pays. Ça, c'est commun. Si chaque pays a son système éducatif, il faut reconnaître qu'il y a des valeurs communes à toutes les universités du monde, indépendamment du pays. C'est l'accès par un examen national. Chaque pays a un ministère d'éducation et de la culture, exemple, qui organise. Okay? Par exemple, dans le pays francophone, on appelle ça le baccalauréat. Okay? Par exemple, dans certains pays comme ici au Brésil, on appelle le nez ou le vestibular. Okay? Et dans certains pays aussi comme le Canada, c'est le baccalauréat. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entrer indépendamment du pays, vous prenez le système éducatif et vous rentrez, vous allez voir que cette évaluation est faite par un département national de supervision des examens nationaux et il y a des bases, des règles et des critères. Et cette épreuve nationale, elle est programmée, elle a une date d'inscription, il a les conditions d'inscription, il y a les critères d'évaluation et les critères d'approbation et les accès aux universités. Par exemple, dans chaque domaine, il y a certaines universités où vous pouvez accéder. Par exemple, si vous êtes dans les sciences sociales, vous pouvez accéder à telle université, telle université, telle université. Les sciences exactes, telle université, telle université. Les sciences humaines, telle université, telle université. Les lettres, langues, telle université, telle université. Donc, indépendamment du vestibular, de l'épreuve, de la ligne que tu as fait, ta série que tu as fait, tu as accès aux universités. Donc, ça, c'est très important. Donc, une chose qui est très importante, c'est qu'il faut premier que le candidat se rassure qu'il a dans la tête la date de l'examen national du pays, les règles et les critères d'évaluation. Par exemple, ici au Brésil, il y a certains, je me rappelle, ils exigent le bic noir. Il n'y a pas de bic bleu. Donc, si tu amènes un bic bleu, tu es reprouvé. Tu ne peux pas accéder parce que tu as violé les principes de l'examen. Ici, par exemple, tu ne peux pas mener un cellulaire, un portable. Tu ne peux pas utiliser un appareil à l'examen. Si ton appareil sonne, même si dans le sac, tu es reprouvé. Donc, tu ne vas pas amener, pour ne pas faire des preuves, n'amène pas le cellulaire avec toi. OK? Et dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Le second point qui est très important aussi, c'est que au-delà de l'épreuve nationale, il y a aussi des institutions dans beaucoup de pays, ce n'est pas général, il y a des pays où on a des institutions privées qui font aussi des épreuves, qui font aussi des examens, et ces examens sont reconnus par les pays, certains pays, et surtout des pays qui font. Par exemple, ici au Brésil, on a une université pour accéder à l'université de São Paulo. Si tu ne peux pas, tu peux entrer par le vestibular, le ENEM ou autre chose, ou tu entres par le FEVESP. Il y a des universités aussi qui font des preuves internes. Ça n'engage que l'université en question. Mais il y a des épreuves nationales où n'importe qui peut faire et cette épreuve-là te donne accès à l'université, ok? Indépendamment de l'épreuve que l'université peut se faire. Je peux faire une épreuve vestibulaire dans l'université particulière, peut faire sa propre épreuve. Ça, c'est autre chose. Donc, une fois que cette épreuve est faite, tu passes, il faut voir quelles sont les universités qui cette épreuve me donne accès. Parce que c'est des épreuves des universités, ce n'est pas toutes les universités qui sont obligées d'accepter cette épreuve particulière. Cette épreuve particulière a des finalités. Il y a aussi des lignes, il y a aussi des séries, il y a aussi des facultés qui admettent ces épreuves-là. Donc il faut beaucoup faire attention et se renseigner pour ne pas être surpris après sur la validité de l'épreuve. Donc l'épreuve nationale, elle a une validité nationale. L'épreuve particulière, elle a ses validités à partir des conventions qu'elle a avec les universités.
et tu ne veux pas imposer cette épreuve à une université qui n'accepte pas, qui n'a pas de convention avec cette université, c'est des épreuves particulières. Un troisième point, c'est des étudiants. Par exemple, en France, on a le baccalauréat, qui est national, mais aussi on a le diplôme d'études, le diplôme d'accès aux études universitaires, DAEU. Le DAEU, c'est une épreuve, c'est un bac entre asps, qui te donne les conditions d'accéder, qui te donne le droit d'accéder aux études universitaires et une faculté. Mais elle est particulière, tu dois payer ça. Ça n'a rien à voir avec le bac. Et c'est une institution particulière nationale qui fait ça, à l'intérieur de la France ou de l'Europe. Je ne sais pas s'ils vont accepter, ou un autre pays européen va accepter cela. Ça, c'est autre chose. Mais le pays dans lequel cette épreuve se fait, généralement, admet cette épreuve et a une convention de validité dans le pays d'origine. Mais tu ne peux pas imposer cette épreuve pour d'autres. C'est comme le baccalauréat français. Il y a des pays qui peuvent l'accepter ou des pays qui ne vont pas l'accepter. Donc voilà pourquoi je dis, chaque pays, tu dois étudier chaque pays avec son système éducatif. Chaque pays a sa propre politique éducative. Tu ne peux pas l'imposer aux autres. Mais le candidat qui vient étudier aussi est obligé de se conformer au système éducatif du pays dans lequel il veut se faire sa faculté. Et non, lui, conformer la faculté à sa philosophie d'entendement. Non, c'est l'étudiant qui se soumet et s'adapte à la réalité de l'université où il va étudier. Okay? Donc, c'est les 3 points. Et une des secondes opportunités aussi, c'est qu'il y a des étudiants spéciaux, des élèves qui peuvent accéder de manière spéciale à l'université sans passer par un examen. Ni le bac, ni le diplôme d'accès aux études universitaires, ni l'accès particulier, mais ils accèdent par titre, comme étudiant spécial, comme étudiant auditeur libre. Un auditeur libre, c'est un moment d'accommodation où l'étudiant arrive à l'université, il a une acceptation, il est admis par l'université, il remplit les conditions, il a une carte, il peut accéder, il a l'accès à la bibliothèque. La seule chose, il n'est pas un étudiant régulier, il n'est pas matriculé. Il n'a pas le droit comme étudiant régulier. Et il va avoir accès aux étudiants, il va avoir accès à ses collègues, aux professeurs, aux cours. Il va tirer beaucoup de doutes. Ça, c'est très important. Et étant étudiant régulier, l'étudiant régulier peut continuer à faire les épreuves. Les bacs, les vestibulaires, il va continuer à se préparer pour accéder à l'université. Et le bénéfice qu'il a, c'est que lui, il a déjà beaucoup d'informations, il a beaucoup de commodités. Il va vivre moins de chocs que la personne qui arrive directement à l'université sans préparation, sans avoir un contact. Tu comprends un peu? Et donc ça aussi, c'est indépendamment du pays. Il y a des pays où cela passe, il y a des pays où cela ne passe pas. Ok? Donc, c'est un peu quelques orientations qu'on donne pour vous. J'espère que ces quelques orientations peuvent vous aider. Ok? Si vous avez des questions, il faut nous les envoyer. Ok? Il faut nous les envoyer par notre canal YouTube, ici sur Facebook. Et on peut vous répondre aussi par message email. Ok? Que n'oubliez pas de me mettre en contact. Je suis professeur Moussa Diabaté, je suis chercheur en éducation et sciences sociales. Aujourd'hui, je travaille sur les inégalités et les différences, les mouvements migratoires africains. Par exemple, c'est une chose qui est très importante à connaître aussi, c'est que nous sommes obligés, nous sommes contraints de certaines réalités pratiques, L'éducation, elle ne doit pas être quelque chose qui est... c'est pas une chose qu'on transmet. Par exemple, moi je suis Moussa Diabaté, mon fils va s'appeler Jean Diabaté, ma fille va s'appeler Maria Diabaté. Okay? Mais l'éducation, c'est pas comme ça. C'est pas parce que je suis médecin que mon enfant va être médecin. C'est pas parce que je suis professeur-chercheur que mon enfant va être professeur-chercheur. Non. Ça, c'est des illusions. Beaucoup de gens veulent dessiner la carrière de leur enfant. Mais généralement, ça, c'est des pièges. Parce que généralement, l'enfant, le parent n'est pas spécialiste des centres d'éducation. Il a une intuition de père ou de mère. Il a un vœu de voir son enfant dans tel domaine. Mais l'enfant généralement l'enfant n'aime pas. L'enfant n'est pas consulté. Ou l'étudiant ou l'élève n'est pas consulté. Ça ne va pas. C'est comme si vous dites que vous choisissez, vous allez faire l'épreuve à sa place. Ce n'est pas possible. L'épreuve, c'est lui qui va faire l'épreuve.
Même si vous payez l'inscription de votre enfant, même si vous l'amenez devant la salle, vous ne pouvez pas rater dans la salle faire l'épreuve. Celui qui va être affronté l'épreuve, celui qui est responsable devant l'épreuve, celui qui serait évalué, sa connaissance qui serait évaluée, sont ses motivations qui seront évaluées. Voilà pourquoi la motivation de l'étudiant doit être beaucoup prise en compte. C'est bien que les parents donnent leur point de vue, mais il faut que les points de vue des parents aussi soient objectifs en fonction de ce que j'ai dit. N'oubliez pas de vous rappeler des conditions académiques. Il faut que la personne ait au moins une base qui lui permet de faire cela. Il faut que la base ne soit pas handicapée. Ici aussi, il y a des gens qui excluent. Non, ça c'est cause des riches, des pauvres. Non, ça c'est une fausse illusion aussi. L'éducation n'a pas de classe sociale. Ok? L'éducation, tout le monde peut apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas apprendre. Une chose que j'ai beaucoup appris, c'est que je travaille beaucoup dans notre groupe de recherche au Perceber. Nous travaillons sur la perception, la phénoménologie de perception. Et je me rappelle dans mon groupe de recherche depuis le master que j'ai un collègue aujourd'hui qui est non-voyant, il est aveugle, il est docteur en physique à l'université de Bahia, il est au nord du Brésil. J'ai une collègue qui est maître en sciences d'éducation. Elle est née, elle n'est jamais vue, elle est née dès la naissance, elle est non-voyante. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les handicaps, les limitations, on appelle ça les handicaps physiques, ne sont pas des affreints dans le processus d'apprentissage. Il y a beaucoup de ces gens qui sont aujourd'hui, nous travaillons, notre ligne de recherche, c'est les non-voyants, les aveugles, les sourds-muets, et les muets, les sourds et les non-voyants. Vous comprenez? Donc, dans le processus d'apprentissage, nous travaillons avec l'éducation spéciale. Ça, c'est ma ligne de recherche. Donc, vous allez voir que ça a changé un peu ma mentalité parce que nous sommes normaux, nous n'avons pas développé. Vous comprenez? Donc, c'est là sa mentalité. De manière pratique, je vis dans un domaine de transformation et d'apprentissage significatif. Donc, ce que nous partageons, ce que nous donnons comme orientation, c'est des orientations qui sont de la base de la recherche, sont des résultats de la recherche. Donc, l'université, c'est un espace de recherche, un espace de transformation des mentalités et des conditions de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes avec vous dans cet espace Université sans frontières. Ok? Donc, j'espère que vous avez pris bonne note. Bon courage à vous qui vont entrer à l'université, vous qui vont accéder aussi aux grandes écoles. Prochainement, je vais parler sur les grandes écoles. Parce qu'on a dit que l'université, c'est quoi? C'est les facultés et les grandes écoles. Parce que beaucoup de gens confondent l'école, les grandes écoles et les facultés. Je suis à la faculté. Non, tu n'es pas à la faculté. Tu es dans une grande école. La faculté, c'est la faculté. Okay? C'est l'université, c'est l'université. Il y a l'université, il y a les études universitaires, il y a les études post-universitaires. Okay? Donc, une étude post-universitaire qu'on appelle dans certains pays, par exemple, comme au Canada, vous dites que les études post-universitaires, les grandes écoles, les écoles supérieures, okay? Les écoles supérieures n'ont rien à voir avec les universités. C'est une continuité. C'est comme en Europe, c'est comme ici aussi. Tu vas voir que la post-graduation et la graduation on peut avoir le même espace. Mais vous allez voir que les mentalités, les lignes, la méthodologie, la philosophie est différente. Okay? Même si on a les mêmes concepts. On entend les concepts, on apprend les concepts. Mais généralement, vous allez voir que c'est des niveaux différents. Donc, prochainement, nous allons parler sur les grandes écoles et comment accéder aussi aux grandes écoles. Okay? Donc, n'oubliez pas de cliquer sur notre canal YouTube, Professeur Moussa Diabaté. Je suis doctorant à USP, ici à São Paulo. Ok? J'espère que vous avez pris de bonnes notes et bon courage à vous, les futurs étudiants à la faculté.